Bonsoir. Vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Mira un peu exceptionnelle sur le thème de la Constitution française et de son évolution. Nous avons la très grande chance d'avoir avec nous une personnalité politique reconnue unanimement, M. Alain Juppé. Nul n'a besoin de citer tout l'historique de votre parcours politique, ancien Premier ministre, ancien maire de Bordeaux avec toutes les réussites que l'on connaît, et actuellement aux fonctions au Conseil constitutionnel à Paris. Donc, au plus haut niveau des hautes sphères parisiennes, je fais ce raccourci. Vous nous faites l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes également écrivain et votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions Talendier, une histoire française, et qui retrace les grands événements de votre vie politique et de votre amitié profonde avec Jacques Chirac. Avec nous aujourd'hui, Jean-Jacques Dahan, membre de Mira, avocat, Joël Izquierdo, expert comptable et commissaire aux comptes, voilà, membre de Mira également. Jean-Paul Miotto, paysagiste, membre de Mira. Voilà. Notre mission se focalise aujourd'hui sur la Constitution et je vous cite page 344 de votre livre. En France, la révolution de 1789 a mis fin à la monarchie absolue de droit divin et proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Un peu plus loin, ce fut un long combat et la séparation des églises et d'État se fit dans la douleur. Aujourd'hui, notre Constitution, en son article 1er, déclare que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est dans votre ouvrage. C'est très important de le rappeler parce qu'on a tendance quelquefois à l'oublier, mais ça permet d'introduire cette émission. Les droits de l'homme, M. Juppé, c'est un des fondements encore contemporains de notre Constitution, même celle de 58, mais ça remonte à 1789. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots importants sur les droits de l'homme ? Voilà. Absolument. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'inviter. C'est toujours pour moi un bonheur de me retrouver à Bordeaux, ici au cœur de la ville, dans cette rue Paul Bert que je connais bien et qui s'est beaucoup embellie et verdisée, je veux dire, verdoyée, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Votre émission tombe vraiment à point nommé puisqu'il y a 2 jours, nous avons célébré au Conseil constitutionnel le 65e anniversaire de la Constitution de 1958. Et à cette occasion, le président de la République s'est exprimé pour dire tout le bien qu'il pensait de cette Constitution. Et le président du Conseil constitutionnel lui-même, Laurent Fabius, s'est exprimé. Vous évoquiez les origines de notre République et des droits de l'homme. Jusqu'en 1789, la France n'a pas de constitution. Et tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme, qui est le monarque de droit divin. Le pouvoir législatif, faire la loi, le pouvoir gouvernemental, conduire la politique de la nation, et l'autorité judiciaire, il rend la justice. 1789 marque une rupture absolue dans notre histoire constitutionnelle et dans l'histoire de nos libertés publiques, avec en particulier l'adoption au mois d'août 1789 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on peut citer le premier article, « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». On disait à l'époque les hommes, on dirait aujourd'hui les hommes et les femmes, ou les êtres humains. Ce texte est aujourd'hui en vigueur. Il faut savoir que dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, par référence auquel notre Conseil constitutionnel juge de la conformité des lois à la Constitution, figure la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et nous nous appuyons sur cette déclaration pour vérifier que sont respectés des droits aussi fondamentaux que la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression et de communication, la liberté de religion, et toute une série d'autres libertés. Donc vous voyez, ce texte est absolument fondateur et reste aujourd'hui une de nos références.
D'accord. Alors, on observe dans l'histoire des constitutions ce que j'appellerais avec un langage un peu scientifique et un langage d'ingénieur, des oscillations ou des cycles, puisque en 1852, Napoléon III arrive. Il arrive dans des circonstances de mémoire avec une aura très grande. Il est investi de tous les pouvoirs. Il devient empereur. Et il fait une nouvelle constitution pour une durée minimale de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Et cette constitution est, j'allais dire, pas un retour en arrière, mais elle peut être soumise à la controverse, puisqu'elle donne beaucoup de pouvoir à l'empereur. L'initiative des lois, et c'est écrit dans cette constitution, vient de l'empereur en personne, et ce n'est que lui qui peut avoir cette initiative. Donc du coup, on assiste à un retournement dans l'histoire en 1852 vers quelque chose de très concentré et centralisé. Mais, et c'est là où je voulais avoir votre réaction, Monsieur Juppé, dans cette période, Napoléon III a fait aussi, on va dire, des miracles industriels, sociaux, politiques, artistiques, le salon des refusés, etc. Dans tous les domaines, ça a été une effervescence. La création des banques, la Société Générale, je crois, le CIC, 1864. Donc quand on lit cette histoire, on se dit, mais il y a un paradoxe entre cette constitution très autoritaire, voire même impériale, et puis les résultats obtenus. Voilà, c'est une réflexion. Oui, votre réflexion me mène à en faire deux à mon tour. La première, c'est que tout ne dépend pas de la Constitution. Et que l'essentiel, c'est la façon dont les textes constitutionnels sont appliqués. Oui. Et ma deuxième réflexion, c'est que l'Empire a évolué. Il y a eu l'Empire autoritaire, auquel a succédé, au bout d'une dizaine d'années, l'Empire libéral, avec la même Constitution. Et donc, j'en reviens à mon premier point, tout dépend de la façon dont la Constitution est appliquée. Je voudrais quand même faire un petit retour en arrière, plus largement. La France est forte consommatrice de Constitution. Nous avons eu depuis 1789 14 constitutions en France, avec des séquences diverses dans l'histoire. Et ce n'est guère qu'à partir de 1875 qu'on est passé à un stade de notre histoire constitutionnelle où la démocratie parlementaire s'installe. Avant, c'est très compliqué. Il y a le consulat, il y a l'Empire, le Premier Empire, il y a les chartes sous la Restauration, qui sont des textes constitutionnels, et ainsi de suite. Donc la vraie rupture, elle est là. Elle est en 1875, où la République s'installe enfin, 3e, 4e et 5e. Enfin, dernière chose sur Napoléon III, il arrive au pouvoir, d'abord pas entouré d'une aura extraordinaire. Il n'était pas très connu, enfin il avait un nom. Mais il avait un nom. Et il commence si je ne me trompe, à être élu président de la République, oui. Sous la Constitution de 1848. 48. Et puis il y a le plébiscite de 1852 que certains considèrent comme un coup d'État. Et là, on change la Constitution et on crée le Second Empire qui concentre effectivement tous les pouvoirs dans les mains de l'empereur. Avec les deux phases que j'évoquais ensuite, l'Empire autoritaire où tout ceci est appliqué strictement et l'Empire libéral où les libertés sont davantage respectées. Là où je vous rejoins complètement, c'est que, et on s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps, cette période de notre histoire qui avait une mauvaise réputation, parce que ça s'est terminé par un désastre. 1870, Sedan, etc. Bismarck. Voilà. Et la défaite de la France. On a oublié que ça a été une période très positive pour l'histoire de France. Et que vous avez raison de le rappeler, sur le plan du développement économique et social, sur le plan du développement urbanistique. Souvenons-nous d'Haussmann. Et Haussmann, Paris. Le baron Haussmann. Et Bordeaux. Et Bordeaux. Ah oui, ça, vous l'aviez dit. Le baron Haussmann a été préfet de la Gironde, et il y a encore certaines voies de notre cité qui portent sa marque, le Corps Alsace-Lorraine, par exemple, ou d'autres encore. Donc ça a été une période de transformation économique, sociale, urbanistique extraordinaire. Et d'ailleurs, permettez-moi de citer cet ouvrage, un bouquin de Philippe Séguin qui s'appelle Napoléon III et qui a contribué il y a quelques années à la réhabilitation de Napoléon III qu'on avait tendance à stigmatiser un petit peu. Oui. Donc l'histoire oscille et puis on arrive un peu plus tard, après je crois 90 gouvernements entre 1870 et 1946, on arrive à la 5e Constitution et donc à la Constitution de 1958. Et là,
on assiste à un renforcement du pouvoir du président après la 4e République, qui donnait beaucoup de pouvoir, je crois, à l'Assemblée. Et on a même dit, je crois, que la Constitution de 1958 était taillée pour le général de Gaulle, ce qui était un peu une image, mais qui reflète également son contenu. Et je crois qu'il y a 2 articles, en particulier l'article 16 et l'article 12 de mémoire, qui donnent beaucoup, beaucoup de pouvoir au président. Joël, tu avais peut-être une question sur le sujet ? Oui, effectivement, Jean-Marc. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Sage. Merci de nous accompagner pour cette petite réflexion. Comme Jean-Marc le disait, oui, les oscillations, ou plutôt les vicissitudes que le peuple français a essayé de trouver dans le texte qui réglemente un peu, je dirais, c'est le sommet de la hiérarchie de la réglementation de ces différents rapports entre les institutions de sa vie républicaine. Ne pourrait-on pas, pour aller droit au but, Monsieur le Sage, ne pourrait-on pas réfléchir à une nouvelle constitution qui, peut-être, modifie les articles 12 et 16 qui donnent un poids relativement fort au président, puisque vous avez dit au début qu'on sortait en 1789 d'un monarchisme absolu, le roi qui avait tous ses pouvoirs, etc. La constitution du général de Gaulle, qui a été dans un contexte particulier, qu'on comprend, est-elle applicable aujourd'hui et ne pourrait-on pas modifier en tout cas le rôle du président dans notre République ? La question mérite d'être posée, mais je constate simplement que la Constitution de 58 est non seulement applicable, mais appliquée, et qu'elle ne fonctionne pas si mal. Juste un mot d'histoire quand même, pour expliquer pourquoi 1958. Pour comprendre 58 et la 5e République, il faut revenir rapidement sur la 3e et sur la 4e. D'abord, l'accouchement de la République a été difficile. Après la défaite de Sedan et l'effondrement de l'Empire, les Français envoient à l'Assemblée nationale une chambre dont la majorité est très largement monarchiste. Donc pendant quelques années, 71, 72, 73, est-ce qu'on va vers la République ? Est-ce qu'on rétablit le comte de Chambord et la royauté ? Tout ça, c'est une période un peu compliquée de notre histoire, jusqu'à ce qu'en 1875, par un amendement qui a été voté à une voix de majorité, qu'on appelle l'amendement Vallon, la République soit enfin définitivement installée. Et on entre dans l'histoire de la 3e, qui a été jusqu'à hier, je pense, la constitution la plus longue de l'histoire de nos républiques. Aujourd'hui, la 5e République est en train de lui passer devant avec un peu plus de 65 ans. 65 ans et 2 jours. Qu'est-ce qui a caractérisé cette période de la 3e et de la 4e République ? Alors, évidemment, je vais simplifier, parce que c'est une période historique très riche et très longue. C'est, du point de vue constitutionnel, ce qu'on appelait le régime d'assemblée. C'est-à-dire que les institutions sont tout à fait déséquilibrées au profit du pouvoir législatif et du Parlement et au détriment du pouvoir gouvernemental et du président de la République qui n'a pas beaucoup de pouvoir à l'époque et du président du Conseil qui n'existe même pas dans la Constitution, qui est une fonction qui se crée par l'usage. Résultat, 104 gouvernements en 70 ans. Oui. Ça dépend du moment où on part. Si on part de 71 ou de 75, enfin, une centaine de gouvernements. Trop instable. Instabilité totale, et ça recommence sous la 4e République. Et le général de Gaulle était obsédé par cela. Il avait déjà fait une tentative en 1946 avec son discours de Bayeux pour expliquer qu'il souhaitait une constitution qui, tout en respectant les principes démocratiques, naturellement, renforce le pouvoir gouvernemental. Il n'a pas été entendu. Il a milité contre la Constitution de 1946, qui a été finalement adoptée par le peuple, et donc il s'est retiré des affaires, et il revient en 1956. Et en 1956, il crée un comité consultatif constitutionnel pour élaborer une nouvelle constitution qu'il souhaite soumettre au peuple français, avec un objectif, rétablir l'équilibre, peut-être dans un sens un peu fort, dans l'autre sens, si je puis dire, pour renforcer le pouvoir du gouvernement et faire en sorte qu'on ne soit plus dans un régime d'assemblée. Et c'est ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des mesures qui ont été adoptées de ce point de vue-là. Tout le monde pense au 49.3, évidemment, qui est une disposition constitutionnelle
inscrite dans la Constitution, mais qui permet au gouvernement, lorsque le Parlement se montre réticent, de faire adopter un texte si la motion de censure n'est pas elle-même adoptée. Et puis, toute une série d'autres dispositions, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer. Il y a un autre article de la Constitution dont on ne parle pas beaucoup, qui est aussi une arme puissante dans les mains de l'exécutif, c'est l'article 40. Les parlementaires ne peuvent pas proposer un texte qui accroît les dépenses publiques ou qui diminue les ressources. Et s'ils le font, le texte est déclaré irrecevable et donc ne vient pas en discussion. Voilà, il y a toute une série d'autres dispositions de ce parlementarisme rationalisé. En particulier, le général de Gaulle avait fait cette constatation, sous la Troisième et la Quatrième République, le budget de la nation était souvent voté au mois de mars. Et pendant 3 mois, on fonctionnait comme on pouvait, avec des 12e provisoires. Et de Gaulle dit, moi, j'arrête ça, et donc la Constitution enferme la discussion de la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, ça c'est une de mes réformes, dans des délais extrêmement stricts qui doivent être respectés. Voilà. Alors, est-ce qu'on a été trop loin aujourd'hui dans cette modification de l'équilibre pour assurer une certaine stabilité du gouvernement? C'est une question qui peut se poser et qui est posée aujourd'hui. On considère qu'il y a trop de verticalité, puisqu'il faut renouveler le vocabulaire, c'est-à-dire en fait trop de centralisation en direction du président de la République et qu'il faut revenir à un autre équilibre. Ça a été fait. Parce que cette constitution de 58 dont vous parlez, elle n'a pas été intangible. Elle a subi de très nombreuses modifications, plus d'une vingtaine de révisions, et la plus grande, la plus importante en 2008, après le rapport d'un comité qui était le comité présidé par Édouard Balladur, et à l'initiative de Nicolas Sarkozy, a essayé de rétablir la balance. Je reprends l'exemple du 49.3. Désormais, le 49.3 ne peut plus être utilisé que pour des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou une seule fois par session, donc il a été très encadré, et d'autres mesures sont venues essayer de redonner un petit peu d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. D'accord. À propos de cette Constitution, vous avez évoqué de nombreux ajouts, et il y en a quand même 2 qui sont, on va dire, extrêmement significatifs. C'est la Charte de l'environnement, suite à la commission Coppens, et ça a été initié, alors je l'ai relu avec une grande surprise, ça a été initié par Jacques Chirac, suite à ou concomitamment avec son discours de Johannesburg. Et ça amène à une grande interrogation. D'une part, Jacques Chirac était vraiment, en fait, un écologiste convaincu et actif, puisqu'il a modifié la Constitution, c'est bien ça. En 2004, il y a eu un vote en 2003, et la Charte de l'environnement a été intégrée dans le bloc du préambule. Monsieur Juppé, c'est bien ça? Jacques Chirac était convaincu des dangers du dérèglement climatique et de la nécessité de combattre pour mieux respecter les grands équilibres de la planète. On se souvient quand même de sa phrase historique, « La maison brûle ». C'était à Johannesburg. Et on regarde ailleurs. Et on a vu cet été que la maison brûlait effectivement un petit peu partout. Donc Chirac était profondément convaincu qu'il fallait agir. D'ailleurs, une de ses dernières initiatives, quand il a quitté l'Élysée, a été de réunir un sommet sur l'écologie où il avait fait venir toute une série de personnalités et dont j'avais organisé le déroulement avec Hubert Védrine. Donc vous voyez que Chirac, c'était une conviction. Et c'est vrai, vous avez raison, il ne modifie pas la Constitution, mais il y ajoute en 2004, la Charte de l'environnement, qui est un texte assez simple et qui comporte, je l'ai sous les yeux, vous voyez, là, pour soutenir ma mémoire, 10 articles. Et cette Charte de l'environnement est raccrochée à la Constitution de 1958 et fait partie désormais de ce que vous avez appelé, de ce que j'ai appelé le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des normes sur lesquelles le Conseil constitutionnel s'appuie pour juger si une loi nouvelle est conforme ou pas à la Constitution. Ce bloc est constitué de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui reste un texte actuel. Ensuite, du préambule de la Constitution de 1946, qui a énoncé un certain nombre de droits économiques et sociaux, la liberté syndicale, le droit de grève, l'égalité entre les hommes et les femmes en particulier, qui fait partie désormais de notre bloc de constitutionnalité, la Charte de l'environnement qui entre dans la Constitution en 2004, et évidemment la Constitution de 58 elle-même. Voilà un peu l'ensemble des textes aujourd'hui sur lesquels nous nous appuyons.
Cette charte de l'environnement est un document extrêmement important. On y viendra peut-être. Nous l'utilisons en ce moment pour apprécier la validité d'un certain nombre de textes, non seulement au regard des conséquences que ces textes peuvent avoir aujourd'hui, mais des conséquences qu'elles peuvent avoir sur les générations futures, ce qui est une innovation juridique et constitutionnelle assez forte. Ah oui, ça rappelle un petit peu ce que les lois qui sont en train d'être votées au niveau européen, la CSRD de mémoire, qui pousse justement à avoir une vision à long terme d'un bilan d'entreprise. Le bilan est économique, mais le bilan on en a parlé, sur la durée de vie des matériels, etc., ça commence à apparaître petit à petit. L'environnement entre dans le droit constitutionnel. Nous avons eu au mois de juin dernier à Rome une réunion des cours constitutionnelles latines. Portugal, Espagne, Italie, France, qu'est-ce que j'oublie ? J'ai dit Espagne aussi, je pense. Et nous avons constaté que dans toutes nos jurisprudences, désormais, la préoccupation environnementale tient de plus en plus de place, notamment avec ce concept de prise en compte de la trajectoire qui permettra de protéger les générations futures. C'est une innovation importante sur le plan juridique. Oui, et ma remarque là-dessus, je crois celle de Jean-Paul aussi, je crois de mémoire, l'article 1 dit il est extrêmement illuminant parce qu'il annonce de mémoire qu'un droit à un environnement équilibré est le droit à la santé. Et quelque part, quand on lit cette phrase du droit à la santé, on se dit, alors d'accord, alors ça veut dire que tout ce qui peut générer des maladies graves, des cancers, des problèmes psychiatriques ou autres, finalement, est anticonstitutionnel. Je me permets ce raccourci un peu brutal. Pardon, ne faudrait-il pas un 49.3 pour imposer la charte de l'environnement? Parce que je pense que c'est quand même notre vie qui est en jeu. On respire l'air tous les jours. Non, mais et je pense sur ce point-là, on a pris vraiment le caractère de cette entorse au non-respect de la nature. Donc je pense qu'effectivement, oui, ce progrès qui est quand même extrêmement important de pouvoir se projeter sur les conséquences du non-respect de la nature. Et donc, avec la Constitution comme partenaire. Voilà. Mais on se rend compte vraiment donc, que la rudesse de cet article, on est même surpris de le voir apparaître. Je voulais citer comme anecdote, je crois que lors de la négociation de cet article ou de sa rédaction, et de sa création. C'était la commission Coppens. J'ai des témoignages comme quoi même l'Académie de médecine s'était opposée à lier environnement et santé. Et là, on le voit apparaître. Et je crois savoir que Chirac a tranché très sévèrement en faveur de ce texte. Et en disant, même si l'Académie de médecine n'en veut pas, moi, je décide. Alors c'est un peu un raccourci, vous allez peut-être l'affiner. La charte a été votée quand même, pas uniquement par Jacques Chirac, mais aussi par l'Assemblée. Les assemblées. Vous avez raison, c'est un texte fort. Article 1er, vous l'avez cité de mémoire, et votre mémoire est excellente. Cet article dit « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Et puis il y a aussi toute une série d'autres articles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous nous prononçons, nous, au Conseil constitutionnel, nous regardons si les lois respectent notamment cet article 1er de la Charte. Et je vais prendre un exemple. Pendant la Covid, l'épidémie, il y a eu des mesures de confinement. Les mesures de confinement sont une atteinte à nos libertés fondamentales. Puisque quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus jouir d'une des libertés fondamentales de la Déclaration des droits, qui est la déclaration d'aller et de venir. La liberté, d'aller et de venir. En France, nous sommes libres d'aller et de venir. Pendant l'épidémie de Covid, nous ne sommes plus libres d'aller et de venir puisque nous sommes enfermés chez nous, sous certaines conditions. D'autre part, il y a une autre liberté fondamentale qui est la liberté d'entreprendre. Quand vous obligez les commerces à fermer, vous portez une atteinte à la liberté d'entreprendre. Et donc, il y a des requérants qui nous ont saisis en disant « Est-ce que ce texte sur le confinement ne viole pas ces libertés fondamentales ?» Comment vont-nous juger ?
Nous avons dit, certes, il y a une atteinte à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'entreprendre et à d'autres libertés, au respect de la vie privée, par exemple, mais il y a un autre principe fondamental qui a valeur constitutionnelle, qui est une exigence constitutionnelle, qui est la protection de la santé. Et donc, si le gouvernement et le Parlement ont pris des mesures de confinement, c'est aussi pour protéger la santé. Et c'est là qu'on voit le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que les atteintes portées à nos libertés fondamentales sont proportionnées à l'objectif de protection de la santé? Nous avons étudié cette proportionnalité, et sous certaines conditions, à savoir que les mesures soient quand même limitées. On pouvait sortir 1 heure par jour, si je me souviens bien, et on pouvait aller faire ses courses pour les besoins de première nécessité, à condition que ce soit sous le contrôle du juge, sous le contrôle du Parlement, et pour une durée limitée. Pas de façon indéfinie, mais pour un certain nombre de mois, éventuellement renouvelable par un vote du Parlement. Sous ces conditions, nous avons dit « OK ». L'atteinte portée aux libertés fondamentales est justifiée par la protection de la sauvegarde de la santé. Donc vous voyez que la charte de l'environnement, c'est pas simplement un texte comme ça théorique, c'est quelque chose aussi qui nous sert à vérifier que la loi respecte bien nos principes fondamentaux. Ces fameuses proportionnalités, effectivement, qui sont pas évidentes à équilibrer et harmoniser. Ouais, ça doit être très difficile d'harmoniser cette décision. C'est pas facile de le chiffrer, en plus. Non, on ne chiffre pas, on discute entre nous. Nos juristes nous éclairent, nous délibérons, nous sommes 9, chacun exprime son point de vue et ensuite on va vers une décision collégiale. Idem, Monsieur Le Sage, pour l'entrave à la liberté de commerce, Ouais. Il fallait qu'elle soit bien indemnisée pour pouvoir être... Absolument. Nous avons aussi vérifié que cette atteinte, parce que c'était une atteinte évidente, était justifiée par d'autres principes constitutionnels et limitée dans le temps. Nous avons eu aussi à juger, au moment du pass sanitaire, de ce que cette mesure, ou une relative obligation dans certaines conditions du pass sanitaire, était une atteinte à la vie privée, puisqu'on vous obligeait... nous avons censuré certaines dispositions, en particulier celles qui permettaient aux chefs d'établissement scolaire d'avoir accès au bilan de santé de leurs élèves, en disant non, là, on est en train d'empiéter excessivement sur le secret médical. Sur le secret médical et sur la protection de la vie privée. Et donc, nous avons censuré cette disposition, de même que nous avons réduit le nombre de bénéficiaires de ces informations, alors que dans la loi initiale, il était très large et que des fonctionnaires ou des agents des services sociaux pouvaient avoir accès à ces informations. Nous avons dit non, il faut que ce soit limité pour respecter la vie privée. Parce que l'assignation à résidence existe, mais c'est une sanction. L'assignation à résidence existe, oui. Elle est prévue. Oui, elle est prévue par les textes, par les lois. Par les lois, mais c'est une sanction. Oui, c'est une sanction. Et là, on est dans le code pénal, c'est autre chose. Il y a eu un grand addendum aussi dans la Constitution, c'est l'Europe et le traité de Lisbonne, de mémoire les articles 88.1 à 88.8. Et je voulais également évoquer, très simplement, quelques questions qu'on s'est posées. Alors l'Europe, pour rappel, a des compétences exclusives, notamment dans le développement durable, les douanes, la concurrence, la monnaie, l'extra-communautaire, et on va dire très simplement et pour simplifier, des compétences partagées dans les autres domaines et fondées sur le principe de subsidiarité. Et puis, je suis un ancien ingénieur de Thales, par ailleurs. J'ai travaillé pour les armées. Et on avait souvent comme conversation de savoir, mon Dieu, faisons-nous partie de l'Europe ou de l'OTAN? Et ma grande surprise a été de constater dans le traité de Lisbonne, auquel nous adhérons, de voir que finalement, le traité abonde dans le sens d'une autorisation de tous les pays européens à participer aux opérations de l'OTAN. C'est écrit dans les grandes lignes comme ça. Donc, il y a une Europe de la défense, mais il y a une non-interdiction des pays européens à participer aux actions de l'OTAN. Alors, j'étais très surpris parce que je me suis dit, finalement, on adhère au traité de Lisbonne, et en fait, c'est un traité européano-américain. Il est l'œuvre, sur le plan de la défense, des deux ensembles. Et donc, en filigrane, je me suis dit, finalement, nous, on adhère au traité de Lisbonne, c'est dans notre Constitution. Donc, implicitement, notre souveraineté nationale, elle est un petit peu chahutée. Et en plus, elle est soumise
a une juridiction européenne qui est très particulière, qui autorise un peu une répartition entre le rôle de l'OTAN et le rôle de l'Europe de la défense. Alors voilà, c'est une question ouverte, très, très difficile, et je n'ai pas de réponse à l'heure d'aujourd'hui. Non, c'est une question très difficile, et je voudrais dire d'emblée qu'il ne faut pas mélanger l'OTAN et l'UE. Et l'Union européenne. Oui, mais il y a un traité de l'Alliance Atlantique qui est signé par un certain nombre de pays, et puis il y a des traités de l'Union européenne. Et les traités de l'Union européenne ne sont pas des traités qui ont été fabriqués par les Américains. Vous avez parlé d'américanisation. Ce sont des traités que nous avons fait nous-mêmes, que nous avons fait évoluer progressivement et que nous avons adoptés nous-mêmes. Alors, le problème de la défense est un problème très compliqué. D'ailleurs, je vous rappelle que la France était sortie de l'organisation intégrée de l'OTAN tout en restant membre de l'Union européenne, ce qui prouve que l'un n'implique pas l'autre. Depuis, nous y sommes rentrés parce que des conditions avaient évolué, mais les choses sont bien distinctes. Ce qui me paraît fondamental, pour moi, c'est d'essayer d'aller plus loin dans la construction d'une autonomie stratégique de l'Europe. Et en conciliation et non pas en opposition avec l'OTAN. Est-ce qu'on peut faire exister au sein de l'OTAN un pilier européen de sécurité et de défense? C'est un sujet très compliqué parce que certains de nos partenaires répondent non à cette question, d'autres répondent oui. Mais enfin, ce n'est pas un problème qui découle directement du traité de Lisbonne. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les traités européens, personne ne les a imposés. Oui. Les limitations à notre souveraineté, c'est nous qui les avons consenties, c'est nous qui les avons voulues. Et quand oui. j'entends parler de la bureaucratie bruxelloise qui nous imposerait toutes sortes de choses, ça me laisse rêveur. Comment sont prises les décisions en Europe? Par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui, à ma connaissance, sont des gens qui ont une légitimité démocratique. Bon. Il y a des premiers ministres, il y a des présidents de la République, le nôtre est élu au suffrage universel direct. Ensuite, par le Conseil des ministres et enfin par un Parlement qui est élu démocratiquement. On va d'ailleurs voter pour lui l'année prochaine. Donc voilà, ces décisions, elles ne sont pas imposées par je ne sais quelle bureaucratie, c'est nous qui les assumons. Deuxième remarque, ou troisième, ça me permettrait de me sortir du débat. Je voudrais préciser que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois. C'est une spécificité qui peut être critiquée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas chargés de vérifier que les lois nationales sont conformes aux traités européens et aux conventions que nous avons signées, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est la Cour de cassation et le Conseil d'État, chacun dans son rôle, qui sont juges de cette conventionnalité. Et donc, ce n'est pas tout à fait notre office, c'est même pas du tout notre office. Est-ce que ça veut dire que nous sommes complètement indifférents à ça? Pas du tout. Au terme des traités que nous avons ratifiés, dans le domaine de compétences de l'Union européenne, et vous avez eu raison de le rappeler, le droit européen prime sur le droit national. Nous l'avons accepté. Nous avons signé. Voilà. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'Union européenne. Dans des matières où l'Union européenne n'est pas compétente, alors nous retrouvons la primauté du droit interne. Est-ce que ça veut dire qu'en aucune circonstance, ou dans toute circonstance, la loi européenne s'impose à nous? Pas exactement. Et c'est un peu compliqué, je veux bien en convenir. L'Europe peut émettre des règlements. Les règlements européens sont directement applicables en droit interne et prévalent sur le droit interne. Mais l'Europe, sous une réserve que j'indiquerai tout à l'heure, l'Europe émet aussi des directives. Les directives sont des textes un peu plus généraux qui doivent faire l'objet d'une adaptation dans chaque État. Et chaque État a une marge de manœuvre pour adapter les directives. Il se trouve qu'en France, notre marge de manœuvre, nous l'utilisons pour en rajouter chaque fois une couche. Donc très souvent, les prescriptions qui paraissent très lourdes que nous tirons du droit européen, c'est nous qui les avons ajoutées. C'est nous qui les avons. C'est un scoop. Non, c'est pas un scoop, c'est bien connu, hélas, de tous ceux qui suivent les choses. C'est très souvent notre propre responsabilité. Enfin, dernier point, c'est une question un peu difficile. Le Conseil constitutionnel a créé une jurisprudence autour de ce qui s'appelle l'identité constitutionnelle de la France. Quand un droit ou une liberté fondamentale est protégé par le droit européen, par le traité de l'Union européenne, au même titre que par la Constitution française, c'est le droit européen qui prévaut. Lorsque une liberté fondamentale n'est pas protégée par le droit européen,
nous regardons si la mesure qui nous est soumise ne porte pas atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Et si c'est le cas, nous retrouvons notre marge de liberté, nous, Conseil constitutionnel, et nous pouvons censurer une disposition. On a fait usage, il n'y a pas très longtemps, à propos d'une affaire qui nous était soumise par Air France, pas entrer dans le détail, là aussi, où nous avons constaté que l'interdiction de déléguer la police administrative à un organisme privé est prohibée en droit français, mais n'est pas protégée en droit européen. Et là, nous avons dit, dans ces conditions, on se retrouve dans un domaine où la France, où le droit français prime sur le droit européen. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Pour me résumer, je dirais que les contraintes européennes, c'est nous qui les acceptons, personne ne nous les impose. Et deuxièmement, c'est que nous avons une marge de manœuvre, malgré tout, pour faire respecter notre identité constitutionnelle. Oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas si caricatural que ça. Il y a une marge de pouvoir pour pouvoir faire une action dans le cas où une directive européenne paraîtrait insensée ou à côté de nos intérêts. Nous sommes les rois de la complication en France. Oui, c'est assez largement partagé. D'ailleurs, quand vous avez cité l'article 88.6 tout à l'heure, oui. Il y a une possibilité pour les instances nationales de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier que le principe de subsidiarité est bien respecté, c'est-à-dire que l'Union européenne n'empiète pas sur ce qui doit rester du niveau national. Il y a une procédure. Alors, le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, n'est pas partie prenante de cette procédure, mais elle existe. Elle existe. Tout à fait, Monsieur Le Sage. À ce titre, auriez-vous une proportion à nous donner sur le taux de réussite de ces procédures ? Non. je l'avoue, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Un petit aparté, parce qu'on s'est quand même posé la question de savoir, par rapport aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et à notre grande surprise, on est arrivé sur une constitution qui est très courte, qui fait 6-7 pages. Et qui n'a pas changé depuis 1700, je ne sais plus combien, 76 ou 86, je sais plus. 86. Enfin, depuis l'indépendance des États-Unis, ouais. C'est toujours la même constitution. C'est la même, exactement. Elle n'a pas bougé. Elle a été amendée, hein, il y a eu des modifications. Ouais. Enfin. Et on s'est trouvé, à la lecture de la Constitution française, l'égalité est un souci qui apparaît partout. Et voilà. Alors que dans la Constitution américaine, c'est un peu différent. C'est focalisé, le préambule cite le bien-être général, la liberté et l'union, parce que c'était effectivement leur plus grand souci de l'époque. Alors que nous, quand on relit un peu de façon schématique, on se rend compte que c'est l'égalité et la souveraineté du peuple qui sont les grandes prérogatives et les soucis qui s'inscrivent dans cette Constitution. Alors, à la lecture de la Constitution américaine, on voit aussi beaucoup de pouvoir pour le Congrès, mais on se rend compte que le président a finalement aussi beaucoup de pouvoir. Il peut contrer une loi ou la faire relire par le Congrès une deuxième fois. Il est faux de dire que le Congrès américain a tous les pouvoirs. Je crois que c'est ça, M. Juppé. On ne peut pas... Il n'a pas tous les pouvoirs, mais le président non plus. Et le président non plus. Pas tous les pouvoirs, on le voit en ce moment d'ailleurs. Oui. La démocratie américaine est assez malade. Assez malade, ouais. Vous avez raison, mais nous sommes Français, nous ne sommes pas Américains. Et donc la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je rajouterais d'ailleurs laïcité. Et laïcité, les oui. États-unis, la laïcité, à la française, ils ne connaissent pas. Le président de la République, le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Et, oui. La religion est très... Je ne sais plus, sur les pièces, il y a God Save America ou quelque chose comme ça. Oui. Donc c'est tout à fait différent. Le roi Charles III, que nous avons reçu récemment, est chef de l'Église anglicane. Donc la laïcité est un concept assez spécifiquement français que nous avons du mal à faire accepter d'ailleurs par les autres. Mais liberté, égalité, un de mes maîtres à penser, qui s'appelle Alexis de Tocqueville, a écrit, ce que je cite, a écrit des pages et des pages sur cette espèce de passion des Français pour l'égalité, qui peut parfois même s'exprimer à l'encontre de la liberté. Il a une phrase extraordinaire qui consiste à dire à peu près « Les Français aiment tellement l'égalité qu'ils sont prêts à l'accepter même dans la servitude ». Enfin, un truc comme ça. Enfin, c'est la spécificité française, et je crois que le génie de la République, c'est d'associer les trois. La liberté, l'égalité, la fraternité, et les quatre si on rajoute la laïcité. C'est ce qui fait la spécificité de notre bien commun, qui est l'ensemble de ces valeurs républicaines. Alors vous parliez de la situation, c'est moi qui en parlais aux États-Unis.
et de la crise de la démocratie. Je disais tout à l'heure que notre Constitution, elle existe, elle fonctionne, elle s'est adaptée à des situations très différentes, même à des périodes de cohabitation, où le président et le gouvernement n'étaient pas de la même couleur politique. Cela dit, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous sommes face à une crise de la démocratie représentative en France. Ah oui, voilà. Et un peu partout. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez en parler, mais c'est on va en parler. C'est une question importante que nous avons affrontée. Oui, on va en parler dans la suite. Simplement, un petit mot pour finir sur la Constitution américaine. On a quand même, on ne va pas évidemment tout citer, mais une phrase qui m'a particulièrement interpellé. C'est un des articles dans la section 7 de l'article 1er. Favoriser le progrès de la science et des arts utiles en assurant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs le droit exclusif de leurs écrits et découvertes respectifs. Mais ça, c'est un bouclier culturel et scientifique terrible. C'est-à-dire, c'est quasiment une arme de guerre, cet article. Et nous, on n'a pas. On n'a pas aussi fort. On a une législation européenne sur les brevets. Oui, c'est vrai. On a eu beaucoup de mal à mettre au point un brevet européen pour préserver justement la propriété des découvertes scientifiques. Voilà, oui. La philosophie de la Constitution américaine, vous avez raison de s'y aller, est assez différente de la nôtre. Oui, on le constate effectivement et ils ont une constitution très courte. Très courte, avec des amendements. Quelques amendements. Le fameux amendement 5, quel est l'amendement qui fait de la possession d'armes une liberté fondamentale? Oui, c'est dans les amendements. Oui, c'est dans les amendements aussi. Oui. Donc vous voyez, il n'y a peut-être pas que des exemples à suivre. Sur l'alcool aussi. Sur l'alcool aussi. Oui. C'était la période de la prohibition. On arrive dans le sujet très important, le Conseil constitutionnel. Alors, c'est la suite du plan. C'est vous, Monsieur Juppé, aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler son rôle? Je crois que les nominations sont assez particulières. C'est un tiers l'Assemblée, un tiers le Sénat, le président. Et comment s'est passée votre arrivée au Conseil constitutionnel? Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Bon, ça fait beaucoup de questions. D'abord, je voudrais rappeler que le Conseil constitutionnel est une création récente. 1958, oui, dans la Constitution, donc 65e anniversaire. Auparavant, il n'y a pas d'instance chargée de vérifier la constitutionnalité des lois. Et c'est un progrès, à mon avis, considérable de l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? C'est deux choses. C'est d'abord la séparation des pouvoirs. Montesquieu dit « Quiconque a du pouvoir a tendance à abuser du pouvoir ». Et pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc celui qui fait la loi, le Parlement, n'est pas celui qui gouverne, le pouvoir exécutif, et n'est pas celui qui rend la justice, l'autorité judiciaire. C'est ça qui est la base même de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs publics. Et puis, l'état de droit, c'est une hiérarchie des normes. En haut, la Constitution. Au-dessous, la loi, qui doit respecter la Constitution. Et encore au-dessous, les actes réglementaires du gouvernement qui doivent respecter les lois. C'est ça l'architecture qui définit l'état de droit. Ce qui ne veut pas dire que le Conseil constitutionnel est un pouvoir supérieur à celui du Parlement. On pourrait le croire. Non, justement, c'est une grave erreur. Dans le Parlement, il est à la fois législatif et constituant. La Constitution, c'est le constituant qui fait la Constitution. Et nous nous inclinons. Quand une loi constitutionnelle est dictée et promulguée, nous n'avons plus rien à dire. Bon, alors comment est-ce que la loi constitutionnelle est-elle fabriquée? Soit par le recours au référendum, soit par un accord des deux chambres. Alors il y a une procédure qui est définie par l'article 89 de la Constitution. Il faut qu'à la fin, les députés et les sénateurs se mettent d'accord à la majorité des 3/5. Pourquoi? Parce que la Constitution n'est pas une loi comme les autres. C'est une loi solennelle, qui est donc adoptée selon des formules solennelles, soit par le peuple lui-même par référendum, soit par le Congrès du Parlement à une majorité qualifiée. Voilà un peu ce que je voulais rappeler sur le rôle du Conseil constitutionnel et comment nous nous situons dans l'architecture juridique. Alors qu'est-ce que c'est que le Conseil aujourd'hui? C'est 9 personnes, oui. Un collège de 9 personnes, 3 nommées par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat, pour 9 ans, renouvelable par tiers, avec l'avis
des commissions des assemblées. Ça, c'est une novation de la réforme de 2008, de la réforme de la Constitution. Quand j'ai été nommé, j'ai dû me présenter devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui m'a posé toute une série de questions sur mes compétences juridiques, sur mon passé, sur mon obligation de réserve, etc. Et la commission a voté. Et si elle avait voté, je ne sais plus, c'est au 3/5 contre ma nomination, j'aurais pas pu être nommé. Voilà. J'ai fait 21 voix sur 24, je crois, enfin, de mémoire. Voilà comment ça se passe. Le Conseil constitutionnel est une petite maison. Nous sommes 9, nous avons un service juridique à côté de nous, d'une dizaine de personnes qui nous préparent les dossiers. Et alors, il y a 2 procédures au Conseil constitutionnel très différentes. L'une qui remonte à 58, qui est la possibilité, après qu'une loi a été votée et avant que le président de la République ne la promulgue, pour des députés ou des sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel, en disant « Attention, la loi qui vient d'être adoptée n'est pas conforme à la Constitution ». C'est ce qu'on appelle le contrôle a priori. Il a fondamentalement changé en 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing a fait adopter une réforme constitutionnelle qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs minimum de saisir le Conseil constitutionnel. Avant, ça n'était que le président de la République ou quelques autorités limitativement énumérées. L'Assemblée peut... 60 députés ou 60 sénateurs, c'est donc un droit nouveau donné à l'opposition. Parce que par définition, c'est l'opposition qui va saisir le Conseil constitutionnel. La majorité, elle a voté le texte, donc elle estime qu'il est bon. Et donc, nous pouvons être saisis, et c'est ce qu'on appelle la saisine directe. Et puis la deuxième voie de saisine du Conseil constitutionnel, qui est une véritable révolution juridique opérée en 2008 par la réforme constitutionnelle dont nous avons déjà parlé. C'est ce qui s'appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet mettre à n'importe quel justiciable dans n'importe quel procès de dire « Attention, on va m'appliquer une disposition législative, même ancienne, même déjà promulguée depuis longtemps, qui n'est pas conforme à la Constitution. Et donc, je demande au Conseil constitutionnel de l'annuler. » Vous vous rendez bien compte que si on était saisi par toutes les demandes... voilà. Donc, il y a un filtre, c'est le filtre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui regarde si la question est sérieuse, si elle n'a pas déjà été jugée. Et si c'est le cas, elle nous la transmet. Et à ce moment-là, nous nous prononçons. Et, bon an, mal an, cette nouvelle compétence du Conseil constitutionnel, qui fait de nous le garant des droits et libertés fondamentales du citoyen, représente 80% de notre activité. 80%. Jean-Jacques, je crois que tu avais quelques questions sur justement les questions de constitutionnalité. Il y a eu carrément des arrêts de procès, c'est ça ? Oui, une question en fait très simple, parce que il est certain que, vous l'avez dit, c'est une saisine de la part du justiciable, c'est-à-dire 50 millions de Français, avec nécessairement le filtre dont vous avez parlé, pour éviter l'encombrement, mais qui, vous venez de nous le dire, correspond désormais à 4/5 de l'activité du Conseil constitutionnel. Ça, c'est l'arrivée, c'est-à-dire ce qui entre. Ce qui sort, est-ce que vous pourriez, dans ce cadre-là, nous en donner une idée, c'est-à-dire sur le pourcentage approximatif, ne allons pas vous demander de chiffres, bien entendu, mais sur le pourcentage, fut-il très approximatif, des réponses qui sont données pour considérer que, oui ou non, ce sont des saisines dilatoires, ou que ce sont des éléments qui sont tout à fait intéressants à l'égard du fonctionnement de l'État, puisque c'est l'État qui est à l'arrière-cour de cette situation. La question de savoir si la saisine est dilatoire ou pas, c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Conseil d'État pour les tribunaux administratifs, Cour de cassation pour les tribunaux judiciaires qui la tranchent. Nous, après, nous jugeons au fond. Alors, nos décisions ont quand même une certaine importance, puisqu'elles sont sans appel et qu'elles s'imposent à toutes les autorités de la République. Donc, qu'est-ce que nous pouvons décider ? Nous pouvons décider de dire le texte qu'on nous a soumis est conforme à la Constitution. Il n'y a pas de problème. Nous avons examiné. Les griefs invoqués par les requérants ne semblent pas tenir la route, donc c'est conforme à la Constitution. Bon, rien ne change. La deuxième solution, c'est de dire non, c'est pas conforme à la Constitution. Et donc, nous annulons le texte. Et le texte disparaît. Instantanément. Oui. Non, tout de suite. Ou parfois, nous laissons un temps au législateur de quelques mois pour pouvoir
corriger la loi. Je vais prendre un exemple récent qui a fait beaucoup d'émotions à Bercy, au ministère des Finances. Il y avait un texte qui est l'article 60 du Code des douanes, si je me souviens bien, qui donnait aux agents des douanes tout pouvoir pour vérifier les personnes, les marchandises, les véhicules à tout moment et en tout lieu. C'est un texte qui remontait au 19e siècle. On s'est dit, c'est pas très respectueux des libertés individuelles. Et donc, on a annulé le texte en disant, il faut le cadrer géographiquement, temporellement. On ne peut pas laisser comme ça un droit à tout instant et en tout lieu. Et nous avons laissé aux législateurs 6 mois pour adopter un nouveau texte. Ça a été une grande émotion dans les services des douanes. On nous a expliqué qu'on ne pourrait plus lutter contre le trafic de drogue. Et puis le gouvernement et le Parlement ont fait ce qu'on leur a demandé. Et donc ils ont encadré, ce qui fait qu'aujourd'hui, les agents des douanes peuvent intervenir dans un certain périmètre, sur une certaine durée, avec un contrôle du juge. Voilà un peu le type de travail que nous faisons quand nous annulons un texte. Entre les deux, nous pouvons valider un texte avec une réserve d'interprétation. C'est-à-dire le texte est conforme à la Constitution à condition qu'on le lise dans telle ou telle direction. Je vais prendre un exemple tout récent. C'est une décision que nous avons rendue hier qui était très difficile à prendre. C'est une requête des avocats de France, d'ailleurs, sur les conditions de détention en France, dans les locaux de garde à vue ou dans les locaux de détention provisoire ou même en prison. Il y a un constat généralement unanime pour dire que ces conditions sont dégradantes et ne respectent pas la dignité de la personne humaine, qui est un principe fondamental que nous essayons de faire respecter. Ces locaux sont dans des états de délabrement, etc. Il y a même une contrôleur générale des lieux de détention qui fait chaque année un rapport où elle dénonce cette situation. Et alors nous avons été saisis en disant mais la loi n'est pas conforme à la Constitution. Nous avons regardé la loi. La loi prévoit toutes les garanties nécessaires. Elle dit que les lieux de détention doivent respecter les conditions de la dignité de la personne. Elle dit que le procureur de la République doit vérifier au moins une fois par an l'état de ses locaux, etc., etc. Donc nous nous sommes trouvés dans une situation où il était évident que le texte de loi était conforme à la Constitution et prévoyait toutes les garanties nécessaires. Sauf que la réalité n'est pas celle-là. D'où notre interrogation, sommes-nous juges de la loi ou sommes-nous juges de l'exécution de la loi ? La réponse est claire. Nous sommes juges de la loi, nous ne sommes pas juges de l'exécution de la loi. Oui, si une loi n'est pas appliquée correctement, vous n'y pouvez rien. Et c'est ça qui est très frustrant. C'est Ah ça oui. qui est très frustrant. Ah oui, tout à fait, je comprends. Et c'est ça qui nous a fait délibérer hier en disant on ne peut pas juger en disant circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, dans notre décision, on a rappelé les obligations qui incombent à l'autorité judiciaire et à l'autorité pénitentiaire pour vérifier que les conditions de détention soient bien conformes à ce que prévoit la loi. Donc, on l'a rappelé dans ce qu'on a appelé une réserve d'interprétation. Voilà un peu le type de travail qu'on fait. Vous voyez que c'est parfois un peu compliqué dans certaines situations. Oui, mais c'est très concret. Oui, c'est très concret. Oui, c'est très concret. Encore que nous ne jugeons pas là aussi, et c'est très important de le rappeler, nous ne jugeons pas d'un cas d'espèce. Pour parler comme parlent les juristes, nous jugeons in abstracto et pas in concreto, dans l'abstrait et pas dans le concret. Je prends un autre exemple, qui est la décision que vous avez rendue sur le recours de François Fillon. Alors c'était une histoire de purge des nullités. À quel moment est-ce qu'on peut continuer à invoquer des nullités dans la procédure pour faire annuler un procès ? Bon, je ne rentre pas dans le détail. Nous avons rendu une décision à laquelle d'ailleurs je n'ai pas participé parce que je me suis déporté par souci d'impartialité. Comme j'ai été le ministre de François Fillon, ça me paraissait normal. Et là, qu'est-ce que nous avons dit ? La loi n'est pas conforme. Il faut que quelqu'un qui découvre une nullité après que le couperet est tombé puisse continuer à l'invoquer, mais nous n'avons pas jugé sur le fond. Nous avons annulé le texte, si bien que c'est aujourd'hui une nouvelle cour d'appel qui va se ressaisir du procès et qui va juger au fond. Donc nous n'avons pas été au-delà de notre office. On a une idée du nombre de oui, pardon, c'était votre question. C'était votre question. Non, alors justement, ça c'est une excellente question et sur laquelle nous avons réagi il y a peu de temps. Nous ne savions pas quel était le nombre de demandes de QPC rejetées par les tribunaux de première instance, voire par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Et nous venons de mettre au point un site Internet qui nous permet de collecter toutes les demandes de QPC
présentées dans tous les procès pour savoir quel est le pourcentage de celles qui nous sont transmises et de celles qui ne nous sont pas transmises. Ce sera un outil, je crois, très intéressant, mais ça a démarré il y a quelques mois. Et donc, je ne peux pas encore vous donner de chiffres là-dessus. L'autre aspect de votre question, c'est de savoir, dans nos décisions, est-ce que nous censurons beaucoup ou pas ? Non. La majorité de nos décisions sont des décisions de conformité, parfois avec des réserves d'interprétation, mais nous ne recourons à la censure que lorsqu'il y a vraiment une inconstitutionnalité de la loi. Et donc, l'on imagine que dans les arrière-cours du ministère de la Justice, les circulaires vont aller bon gré pour rappeler à certains responsables le rôle de vérification et de démarche et de visite. On peut l'espérer que ça va au moins servir à ça. Oui, bien sûr. Donc ce ne sera pas totalement inefficace, je le pense en effet. Sauf erreur, Monsieur Le Sage, vous ne nous avez pas précisé comment sont prises les décisions. Vous êtes neuf ? Ah oui, ça c'est très simple. Nous avons essayé de développer les procédures contradictoires pour que nous soyons considérés comme une vraie juridiction. Ça veut dire quoi ? Quand c'est une QPC, nous auditionnons les avocats. Donc le mardi matin, les avocats des requérants et la représentante de la Première ministre qui défend le texte viennent plaider devant nous au Conseil, nous les écoutons, etc. Quand il s'agit d'une saisine par les parlementaires, depuis quelque temps maintenant, nous avons accepté de recevoir, au-delà de leurs observations écrites, les parlementaires qui viennent devant nous développer leur point de vue. Donc ça, c'est la phase d'instruction. À partir de là, un rapporteur est désigné sur chaque affaire. Nous ne sommes pas spécialisés, c'est-à-dire que les affaires tournent entre nous, et je crois que c'est une bonne formule. Le rapporteur prépare son rapport, comme son nom l'indique, et 8 ou 10 jours plus tard, nous nous réunissons tous les 9, en présence de notre service juridique, le rapporteur rapporte, et chacun donne son point de vue. On fait un tour de table. Dans la plupart des cas, le tour de table fait apparaître la solution qui s'impose, qui est pratiquement consensuelle. Il est exceptionnel que nous votions, quand il y a un vrai désaccord. Si nous étions amenés à voter et si le partage des voix était de 50-50, par exemple, si un est absent et qu'on est 8, ça peut faire 50-50, la voix du président est prépondérante à ce moment-là. Mais de mémoire d'Alain Juppé, depuis 4 ans, ça ne s'est jamais produit. Voilà. Donc, dans la majorité des cas, la solution... Quand on fait du droit, voilà, il n'y a pas 36 000 manières d'interpréter le droit. Donc on arrive assez rapidement à des consensus. Voilà. Un peu comment ça se passe. Vous m'aviez demandé tout à l'heure si j'étais heureux d'être au Conseil constitutionnel. Je n'avais pas répondu à votre question. Oui, c'est un travail qui me plaît beaucoup, qui est assez exigeant. Comment on travaille ? Donc je vous ai dit que nous avions 2 séances par semaine, une le mardi pour entendre les avocats et l'autre le jeudi pour délibérer. Et le reste du temps, c'est un travail individuel. On a des dossiers très bien constitués avec la jurisprudence, des notes techniques, etc. Donc on se met dans notre bureau ou chez nous en télétravail. Tout est sur Internet. Donc on peut consulter tous les documents et on se forge notre opinion avant, évidemment, la réunion du délibéré. Il faut connaître le dossier. Et c'est un investissement assez lourd parce que les questions sont extrêmement diverses. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. On peut faire du droit de la famille, on peut faire du droit fiscal, on peut faire du droit de l'urbanisme. Tous les sujets. Pénal. Tous les sujets peuvent nous venir devant nous, bien sûr. Oui. On va arriver bientôt au terme de cette émission, mais il y a un élément important que je voulais évoquer avec vous. Je vous fais le témoignage de beaucoup de proches, famille, Mira, d'un sentiment. Alors je dis bien un sentiment parce que c'est toujours difficile d'étayer des sentiments par des faits précis. Mais une perte de souveraineté, la mise à mal. On a vu, il y a eu une commission parlementaire sur la perte de souveraineté. Mais ça, c'est un petit peu le haut de l'iceberg. On pourrait parler d'autres sujets. Il y a les difficultés sur la langue française qui est un peu mise à mal aussi. L'éducation et la santé, même si la durée de vie augmente, il y a beaucoup de maladies graves qui augmentent aussi dans le même temps. Par les chiffres le prouvent. Et la culture française, semble-t-il, est un peu mise à mal aussi. C'est le ressenti émotionnel de beaucoup de personnes de l'entourage de notre association Mira. Est-ce que la Constitution, une 6e Constitution, vous avez dit un jour, oui, mais la main tremblante, je me rappelle de cette expression. On touche à la Constitution que d'une main tremblante. Que d'une main tremblante. C'est un juriste éminent, je crois que c'est le doyen Vedel qui avait dit ça. Oui. Est-ce qu'un renforcement de notre Constitution sur des points qui aujourd'hui sont difficiles, est-ce que ça pourrait être envisagé ?
un renforcement et peut-être aussi une simplification. Les deux, ça c'est vous qui êtes maître du jeu, j'allais dire. C'est vous savez où nous en sommes précisément, l'état de santé de la France, vous savez, notre culture, vous savez aussi ce qui se passe, l'éducation et la langue française, on en a parlé, le sacrifice des accents. Allez-y. Oui, je ne sais pas si je peux répondre à une question aussi complexe. Pardon, vous vouliez la compléter? Puis je me permets, voilà, toujours dans cet esprit, de faire une toute petite remarque. Nous voulons et nous cherchons aujourd'hui, dans la société que nous alimentons, nous cherchons toujours un responsable. Et nous cherchons toujours une réponse. Tous les problèmes n'ont pas de solution. Et là où nous cherchons des réponses, c'est souvent dans la sanction, en indiquant, dès qu'un chauffard écrase quelqu'un, il faut créer un nouveau texte. Dès que quelqu'un fait un cambriolage, il faut créer un nouveau texte. Dès que quelqu'un se drogue et conduit, regardez les commentaires, l'affaire Palmade. Alors que tous les textes existent déjà. Et que on les applique ou on ne les applique pas, on les applique peu, mais ils sont déjà là. Ils existent déjà. Mais, bien entendu, donc, ils sont déjà là. Donc, voilà. Donc, le ressenti que l'on peut avoir également à l'égard de la Constitution, je ne sais pas quel sera votre point de vue, monsieur Le Sage, j'emploie le même terme que mon voisin de gauche, mais le ressenti que l'on peut avoir est que l'on souhaite... La nouveauté aujourd'hui, c'est notre oxygène. Bien, c'est pas nécessaire. Et le ressenti que l'on peut avoir, disais-je, c'est que à partir du moment où l'on a un texte magnifique avec ses évolutions, avec ses ajouts, ses ananas, le bloc, est-il vraiment nécessaire, et nous allons donc vous écouter avec plaisir, de venir l'encombrer, alors qu'a priori, nous fonctionnons comme cela depuis un long moment, avec même un record de longévité depuis 58. Depuis peu. Voilà. Allez-y. Vous voyez pas, je vous ai presque interrompu, mais voilà. Oui, c'est pour pondérer. Vous mériteriez le titre de sage. Je partage tout à fait votre point de vue. Toutes les réponses aux problèmes qui sont les nôtres ne sont pas dans la Constitution ni dans la loi. Nous légiférons beaucoup trop. Je voulais faire inscrire au fronton de l'Assemblée nationale cette phrase de Montesquieu: quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Bon, on n'applique absolument pas cette sentence de grande sagesse. Et justement, voilà. La question, c'est que les lois existent. Le problème, c'est de les appliquer. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui un déficit qui peut nourrir ce sentiment de frustration des Français. Vous parliez de la langue, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime la langue française, qui est une langue magnifique. On est en train de la pourrir. Je ne vais pas citer les exemples qui me viennent à l'esprit, mais c'est absolument incroyable. Il y avait à Hausgorg, je cite ça, on n'a pas le temps, mais tant pis, il y avait un magasin de réparation de cycles, de vélos. Il devient, au bout d'un certain temps, The Bike Factory. J'ai cessé d'y aller. Et alors j'ai vu hier à Paris un autre magasin qui s'appelle Ansel Marcel. Voilà ce qu'il faut faire, hein, trouver des beaux mots de la langue française pour désigner des réalités. On fait exactement le contraire. Or, la loi existe, c'est la loi Toubon. La loi Toubon prévoit que dans la publicité, ça doit se passer en français, et que quand c'est pas en français, on doit traduire. Alors, je sais pas si vous voyez les annonces publicitaires, c'est en anglais dans 90% des cas, et sur le coin de l'affiche, en minuscules caractères, il y a la traduction française. On ne respecte pas la loi, et donc je vais dans votre sens. Alors, je voudrais quand même conclure par une remarque plus générale. Je disais tout à l'heure que notre démocratie représentative est en souffrance. Exemple, le taux d'abstention aux élections. Exemple, le discrédit des partis politiques. Exemple, ce sentiment d'impuissance qui convainc nos concitoyens que ça se passe ailleurs, que c'est pas les hommes politiques qui décident, que c'est les multinationales, les autorités indépendantes, etc., etc. Ce sentiment existe. Il faut y répondre. Est-ce qu'il faut une nouvelle constitution et une 6e République ? Vous comprenez bien que dans ma situation, je me garderais bien de répondre à cette question. Simplement, quand je regarde ceux qui proposent la 6e République, j'ai pas compris ce que c'était encore. Enfin, je suis prêt à essayer d'y réfléchir. Le président de la République a tracé 2 ou 3 pistes pour essayer de revigorer la démocratie représentative par de la démocratie participative. Le référendum, c'est sans doute une piste à explorer. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de faire fonctionner le référendum d'initiative partagée parce qu'il a été conçu pour ne pas fonctionner.
Ça aussi, c'est le miracle de nos lois. Donc, est-ce qu'on va pouvoir assouplir le recours au référendum pour donner la parole à nos concitoyens? Deuxième piste, il faut rapprocher la décision du citoyen qui ne se contente pas de voter tous les 6 ans, tous les 5 ans pour un président de la République, tous les 6 ans pour un maire, mais qui veut être, dans l'intervalle, associé au processus de consultation ou de décision. Et l'une des réponses, c'est la décentralisation. Et le président de la République a ouvert aussi une piste. Je cherche avec intérêt les propositions concrètes qui vont suivre. Voilà, donc je ne suis pas ici pour dire ne changeons rien à rien. Il y a des évolutions à faire, même si je pense que la Constitution de la Ve République a fait la preuve de sa souplesse et de son adaptabilité. Et je voudrais terminer par 2 choses. 3. Premièrement, nos concitoyens sont des gens curieux. J'adore la France et les Français. Mais enfin, quand vous demandez aux Français, est-ce que vous allez bien, vous, Monsieur Ratier? Très bien. Réponse à 70%, oui. Est-ce que la France va bien? Non. Réponse à 75%, non. Donc il y a une espèce de schizophrénie française. On se rend compte qu'on vit dans un pays des merveilles, avec des gens qui souffrent, des gens malheureux, des gens pauvres, loin de moi l'idée de le négliger, mais globalement, on vit dans un pays formidable. Bon. Et première remarque. Deuxième remarque, je déteste la montée aux extrêmes. L'hystérie qui s'empare aujourd'hui du débat politique. On s'invective, on s'insulte, on se violente même physiquement maintenant. C'est détestable. Il n'y a rien à attendre de la colère qui est mauvaise conseillère. Et c'est pour ça que je prône la vertu de modération. Montesquieu explique que monter aux extrêmes, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous l'avez mis dans votre Je livre. le mets dans mon livre. Et qu'en revanche, garder son sang-froid, écouter les autres, chercher le point d'équilibre, comme le fait le Conseil constitutionnel dans ses décisions, ça c'est difficile. Et ça demande du courage et de la détermination. Et puis troisième remarque, à bride abattue, parce que le temps était 1 minute. 1 minute. Troisième remarque, la confiance. Arrêtons de nous autoflageller. La France et l'Occident ne sont plus le centre du monde. Ok, c'est comme ça. Bon, très bien, on ne va pas pleurer. Mais pour autant, nous avons des valeurs, nous croyons à des choses, nous croyons à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, nous croyons à la démocratie. Eh bien, restions confiants dans notre capacité à défendre ces valeurs et cultivons une vertu rare et compliquée. Je termine par ça dans mon livre, la vertu d'espérance. Ah, ça, bravo. Merci Bravo, beaucoup. bravo. Ah ouais. Merci beaucoup. Monsieur Juppé, on tient tous à vous remercier pour votre venue. Ici, c'est un honneur de vous avoir. On a pu échanger librement sur beaucoup de questions difficiles, mais fort intéressantes, et on a beaucoup appris grâce à vous. Voilà, je crois Un que... grand portail reste ouvert depuis votre venue. Voilà, merci beaucoup. Je crois, Boris, que tu peux envoyer le générique de fin. Merci beaucoup à toute l'équipe de production, Boris et Alexandre. Voilà.